Il a failli être élu meilleur joueur de l'année en rugby à 7, mais sur son chemin, il y avait Antoine Dupont. Il est probablement le plus anglais de l'équipe de France de rugby. J'ai toujours eu le passeport français. Je suis chaud d'aller jouer en France. Vous l'avez forcément vu cet été avec ses gros biceps, son sourire ravageur et des sprints de folie qui ont permis à la France de gagner et d'être championne olympique. Je vous parle de Aaron Grandidier. Pourtant, il n'est pas né en France, il a fait toutes ses études en Angleterre et c'est la France qui lui a tendu la main et qui lui a proposé une opportunité dans le rugby. J'ai envoyé mon CV rugby avec mes highlights, pas de réponse. Ils me disent putain, t'es complètement passé à travers le filet. On va revenir sur l'intégralité de son parcours, des Jeux Olympiques, mais aussi de tout ce qu'il fait à côté, puisque Aaron, c'est un multipotentiel, il est DJ, il a été mannequin, et vous allez le voir, il a beaucoup d'autres projets. Ça va être un épisode plein de rebondissements, et je pense que vous allez vous régaler. Juste avant de commencer, sache qu'on est vraiment passionné de préparation mentale sur Extraterrien, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le kit du performeur, c'est pour permettre à n'importe qui de pouvoir débuter avec la préparation mentale. Je vous y ai partagé mes meilleures routines, tout ce que j'ai appris aussi des grands champions, et quelques exercices de préparation mentale pour s'y mettre quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment le condensé de 300 interviews qu'on a réalisées avec des athlètes de haut niveau. C'est un condensé de savoir et le lien est juste en dessous dans la description. Ça nous permet aussi de nous soutenir et de nous montrer que tu aimes notre travail. Allez, c'est parti, on va commencer, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner. Salut Aaron. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien, merci. Ça fait toujours bizarre de refaire le salut. Je suis trop content d'être là. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Déjà, ça fait depuis, je pense, 2 ans que je me suis vraiment intéressé à regarder le rugby à 7 à fond. Bah, merci déjà, parce que c'est pas tout le monde. J'ai vu une montée en puissance de fou. Ouais. Les World Series, puis les Jeux, la première médaille, le Stade de France en fusion. Toi, des essais magnifiques. Là, t'as fait tout le terrain, là. Ouais. Tu vas me dire comment tu bosses le sprint aussi. parce que voilà, on a vibré. Et là, tu me dis donc, c'est la première fois que tu reviens à Paris, là, depuis le séjour olympique? Je m'en souviens plus. Non, c'est pas la première fois. Ouais, je suis revenu quand? Ah oui. Non, c'est pas la première fois. Je suis revenu pour la nuit du rugby. Il n'y a pas si longtemps. Mais sinon, en vrai, oui, c'est la première fois que je passe la journée entière ici. Cool. Ouais. Bah écoute, merci d'être venu au studio. Avec grand plaisir, je suis très content d'être là. Ouais, je suis trop content aussi. Je te l'ai dit, le but c'est un peu de retracer un peu ton parcours, de voir un peu tout ce qui s'est passé. J'ai cru comprendre que les débuts de rugby n'ont pas toujours été limpides et sinueux. Voilà, j'ai plein de petits sujets un peu marrants, savoir aussi qu'est-ce qui a changé depuis. Je suis un gros fan de musique électro. Alors forcément, quand j'ai vu ton setup aussi, ok. Là, on va pouvoir parler. Je me suis dit, cool, ça va être un bon moment, quoi. T'as eu le temps d'ailleurs de jouer un peu, de mixer et tout depuis, en vrai, depuis les Jeux? Ouais, franchement, oui. Pour te reposer un peu. Pendant les vacances, non, parce que j'étais à Londres. Mais maintenant que je suis bien installé à Pau, les jours off, les temps libres quand il fait pas beau, bah, je suis tout le temps à l'intérieur en train de jouer du piano ou de mixer ou de produire des trucs comme ça. Ok. C'est qui tes DJ préférés? Donc, en ce moment, on va trop penser que je suis en train de surfer sur leur hype, mais je les aime bien depuis. Kind of Music, okay. C'est les 3 mecs là, le blond, le tismé avec un peu l'afro et le chauve. Grand fan d'eux, et bien sûr tout ce style-là, donc Black Coffee, un Goat, Ajna, après forcément Daft Punk. Dans la house aussi, Carl Cox, Legend. Ouais, dans tout ce style-là, mais en vrai, ouais, c'est vraiment la musique électro que j'écoute le plus. Et après, forcément, rap US et afro aussi. Ok. Moi, j'étais un gros fan. Moi, je vais être un peu plus pointu, mais tu vois, genre, j'ai fait beaucoup de Joris Delacroix pendant. Joris Delacroix, tu vois pas? Absolument pas. Ah, je t'enverrai. Bah, on voit, ouais, moi je suis chaud. Du Disclosure un peu, tu vois, un peu les influences un peu musicales dans ce que tu fais, j'aime bien, tu vois, donc très cool. FKJ aussi. Oui, très très talentueux. Très très talentueux. Ouais. Tu l'as rencontré? Jamais, non. Ouais. Tu connais ou? On a des potes en commun, mais il s'est exilé. Okay. Il est parti loin, vivre à Bali, dans sa jungle et tout. Donc, il est difficile à trouver maintenant. Dans ce style-là, est-ce que tu connais Tom Misch?
Ça me dit rien. C'est un peu même style que FKJ. Très bon guitariste, très bon chanteur, mais il joue beaucoup d'instruments, donc il y a pas mal de choses qu'il tu vois, il construit tout seul en boucle dans ce style-là. Ouais. Toi, tu joues tout, hein. Tu joues quoi? Guitare, piano? Guitare, piano, et quand j'étais petit, je jouais à la batterie. Mais Pas percu, ok. après percu, batterie, tu sais, c'est souvent un peu ensemble, donc ouais, j'essaye de diversifier un petit peu mes intérêts. Ok, bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. J'aime bien commencer les podcasts avec une question qui est toujours la même avec tous les invités, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, en fait, c'était quand j'étais en train d'apprendre à faire du vélo avec papa. Maman, elle va pas être contente parce que elle me dit tout le temps que c'était elle qui passait des heures à m'apprendre et tout. Mais la première fois où tu as réussi. Mais malheureusement, mon premier souvenir, c'est dans un parc avec mon père sur un tout petit vélo, en train de faire des petites... Mais je comprends direct. Et j'ai eu exactement la même chose avec mon fils. La mère de mon fils essayait de en permanence à lui apprendre à dire maman, maman, maman. Elle essayait, il n'arrivait pas. Et puis un jour, je me suis pointé, j'ai dit tu dis papa? Et elle a fait papa. Elle était verte. Elle était verte. La pauvre. T'es né à Londres? Oui. Ok. Oui. Dans quel quartier? Donc, je suis né à Camden. Ok. On a passé 3-4 ans là-bas. Je m'en souviens de rien. Mais après, on a décalé dans le banlieue sud-est qui s'appelle Bromley. Et c'est là que j'ai fait la plupart de ma vie. La plupart de ma vie tout court au final. Ouais. Ok. Ils faisaient quoi tes parents? Donc, ma mère, c'est une artiste. Elle fait de la sculpture. Ok. Et mon papa, il est en vente, en exportation. Ok. Voilà. Pas de rugby pour tous les deux. Ah, mais le rugby, c'était zéro dans la famille. Genre, il n'y avait jamais de sport co à la télé chez nous. Mon père, il n'est pas grand fan de sport co et ma mère non plus. Donc, ouais, le rugby, c'était une découverte complète en arrivant au collège à 11 ans, en fait. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Je faisais les pattes, c'est comme ça, là. Comme ça, je faisais les pattes. Ouais, je vois. Et ouais, donc ouais, c'était vraiment pas le... c'est l'histoire un peu typique, école de rugby, tout ça. Non, c'était découverte au collège et c'était le seul sport qu'il faisait à mon collège, en fait. T'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Et parce que moi, je jouais au basket. Je jouais beaucoup au basket. C'était mon premier amour niveau sport. Et en arrivant au collège, il n'y avait pas ça. Donc, j'étais obligé. Et je m'en souviens, la première année, c'était obligatoire pour tout le monde. Donc, j'en ai fait. Et vu que j'étais rapide à 11 ans, si t'es rapide ou t'es costaud, ça se passe plutôt bien. L'année d'après, tout le monde a grandi, sauf moi. donc j'étais plus rapide, j'étais plus petit que tout le monde et bon, j'étais nul. Donc j'ai arrêté pendant longtemps et j'ai repris à 15 ans parce que tous mes potes en faisaient et je voulais être avec eux. Et ouais. Et puis voilà, je pense vraiment pour moi, mon aventure dans le rugby, elle commence plus là qu'à 11 ans. Ok. C'est pour ça que quand les gens me demandent, je dis 15 ans. Je dis 15-16 ans. T'as envie d'oublier ce qui se passait avant. Ouais, d'ouf. Et encore à 15 ans, premier match de la saison, je me pète le coude. Pas de rugby pendant 1 an. Donc, elle commence vraiment, pour le coup, à 16 ans. Waouh. Voilà. C'est quoi les premiers joueurs qui te font un peu kiffer ou qui t'inspirent? Moi, Teddy Thomas. Ok. Surtout au moment où je commence vraiment à regarder le rugby, à m'intéresser, c'est 2015-2016. Et après, il y avait une période où Teddy Thomas, pour moi, c'était le meilleur ailier attaquant du monde. Il y avait un tournoi 6 Nations où il met les 2 essais par-dessus, il traversait le terrain. C'était à l'époque où il avait les dreads, toujours. Ouais, donc lui, forcément, en Angleterre, c'était Anthony Watson. Ok, je vois très bien. Et après, en fait, le rugby à 7, il est imprégné dans la culture de rugby en Angleterre assez tôt. Donc, je commençais déjà à connaître des gens comme Jerry Tuai ou Dan Norton, des légendes du rugby à 7. Ok.
Parce que, ouais, il me semble qu'en Angleterre, tu dois jouer les deux. Quand tu es junior, tu joues les deux, en fait. Ouais, Quoi qu'il en fait, arrive. le sport en Angleterre, c'est fait par saison. Hmm. Donc l'hiver, c'est rugby. Enfin, Ok. en général. Moi, je suis allé dans une école, ça s'appelle Grammar School. Donc, tu as les écoles privées, euh, des écoles payantes. Les Grammar School, c'est des écoles gratuites, mais il faut passer des concours pour y aller. Hmm. Après, tu as les écoles normales. Ok. Et en fait, les écoles privées et les Grammar School, c'était tout le temps du rugby. Ok. Et en général, les écoles normales, c'était toujours du foot. Ok. Donc, c'était juste un peu pour donner le contexte. Ouais, Mais, bien sûr. J'adore. mais du coup, ouais, donc en général, pour les écoles privées et les grammar schools, c'était l'hiver, c'était du rugby. De septembre jusqu'à février, c'était du rugby à 15. De février jusqu'à avril, c'était du rugby à 7. Et la période d'été, c'était du cricket. Ok. Voilà. T'as Du fait un cric- peu de cricket, du coup. j'en ai fait, mais c'était pas ça. Non, on veut retrouver les vidéos. Je pense pas qu'il y en existe. Tellement j'étais nul, je rentrais même pas dans les équipes de l'école. Donc, Ok. donc ouais, il y aura pas de vidéo. T'as envie de revenir à ton école là, avec la médaille et tout? T'en gardes des bons Oui, souvenirs et donc tout? oui, non. D'ailleurs, on n'a pas la montré à la caméra. Je sais pas si on a pris le temps et tout, mais. Hop. Tu peux la monter un tout petit peu plus. Là, Yes, magnifique. Ah, elle est belle hein, quand même, franchement. ouais, ils ont fait du bon travail, franchement, il faut les Ouais. applaudir parce Nouveau que design, elle est cool. elle est très sympa. Mais ouais, grave, là je rentre à Londres ce soir et normalement c'est organisé un passage à l'école pour leur donner un des maillots olympiques. C'est important pour moi parce que pour moi l'aventure elle commence là. Euh, donc ouais, et aussi de voir comment ils étaient tous derrière moi, tu vois. Donc c'est important de faire un petit passage, de montrer que tu vois, j'ai pas oublié l'école et que, enfin, Inspirer d'autres ouais, futurs champions. Hein. peut-être. Hein, On on va pas sait trop jamais. inspirer les ennemis là. Ah, On va pas trop inspirer les Anglais quand même. Pas aussi dans des écoles en France, à Pau ou je sais Ouais, pas, ou à Brive. Ouais. peut-être, Non, peut-être bien sûr, aussi. bien sûr. Je te taquine, je te taquine. Il y aurait, tu vois, je pense le rugby est aussi beau, aussi romantique parce qu'il y a un respect et une rivalité qui est énorme, tu vois, avec beaucoup d'histoires. Hein, Avec les Anglais et les Français. ouais, Et ouais. notamment entre les Oui, Français et oui, les oui. Anglais, tu vois. Et ouais, c'est une grosse rivalité. Hein. Ouais, Le ouais. crunch. Crunch. Et ouais. Euh, Toi, t'en as fait en rugby à 7 ou à World Series plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, t'as joué les Anglais. Oui, plusieurs fois parce que, bah ouais, forcément. Ouais, je pourrais pas te dire combien de fois, mais en fait, chaque tournoi, tu joues 5 ou 6 matchs Ouais, en sur une fonction, journée ou deux. en fonction de tes résultats. Donc, en vrai, une fois sur 2 tournois, je jouais contre les Anglais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques mecs, j'ai joué avec eux. Ok. Parce qu'avant d'arriver en France, j'avais fait Angleterre 7, mais développement. Et quand j'avais 19 ans. Et donc, il y a quelques mecs qui étaient avec moi à cette époque-là qui jouaient pour la grande équipe sur la World Series. Donc, on jouait contre, c'était toujours très drôle. C'est des matchs particuliers, même à 7? Le crunch, Ouais. franchement, il n'y a pas la même. Je sais pas, c'est l'envergure le mot Ouais, Ouais, la même ampleur, la même envergure. ouais, il y a pas le même truc. Enfin, en fait, on sent tout. Enfin, on voulait toujours se battre, mais j'imagine qu'un crunch à 15, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je trouve qu'au rugby à 7, c'était moins puissant. Ouais. Mais pour moi, j'avais toujours envie de les battre parce que bah, c'était mon ancien pays. donc ouais. Quand tu étais jeune, tu as toujours été français, tu jamais eu le passeport anglais? Donc en fait, bon, c'est une histoire un peu compliquée, donc on va pas trop y rentrer dedans. Mais non, j'ai C'est jamais. l'administratif. J'ai jamais eu le passeport anglais. J'ai toujours eu le passeport français. On n'avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas de Brexit. Mais ouais, je pense qu'en grandissant là-bas, je ressentais vraiment tu vois, cette identité anglaise. Bien sûr, ouais, ok. Voilà. Donc, le moment où j'ai dû faire le choix de jouer pour la France, je savais que je disais aussi au revoir à la possibilité vraiment de jouer pour l'Angleterre. Donc, c'était un vrai choix, c'était un choix réfléchi.
Mais forcément, je le regrette pas, mais même sans les résultats, je l'aurais jamais regretté. Ok. J'ai envie qu'on parle un peu de la transition, mais peut-être juste avant. Je suis curieux un peu de voir comment il était le petit Aaron à l'école. Le petit, franchement, t'as dit que t'as passé les concours et que tu les as eu là pour aller sur les concours. Ouais, donc. Il a triché ou pas? Non, le petit Aaron, il était le petit Aaron de 10 ans du coup qui passait les concours pour aller à l'école. Il était très studieux. C'était pas mon choix. C'était le choix du papa. Et après, je pense que l'Aaron du collège et du lycée, il a traversé beaucoup de périodes différentes. C'est la découverte de qui j'étais vraiment. Je pense que mes potes, ils ont eu une grosse influence sur ça parce que moi, mes meilleurs potes, c'est les potes que j'ai rencontrés à 11 ans. On est toujours comme ça. C'est mes gars sûrs, c'est mes frères. Et je pense que la personne que je suis aujourd'hui, elle a été aussi beaucoup moulée autour des personnes que j'avais autour de moi. Et vu que ça a toujours été des mecs en or, ça m'a aidé parce qu'à un moment donné, j'étais un petit un peu chelou. J'étais un petit un peu Pourquoi? chelou. Je hurlais tout le temps, tout le temps surexcité. Je faisais un peu n'importe quoi parfois et même envers eux. Parfois, je faisais des dingueries. Genre, je m'en souviens à mes meilleurs potes. Un jour, j'avais des ciseaux et je suis allé derrière lui. Je lui ai coupé un énorme bout de cheveux pour zéro raison. Enfin, juste, je sais pas. Et tout le temps des conneries comme ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que je pouvais pas faire des choses comme ça. Enfin, pas à mes amis, pas pour rien. Et du coup, ouais, je pense que le petit Aaron, il a traversé. Ouais, il était très timide en arrivant au collège. Ensuite, quand j'avais mon noyau, c'est quand je commençais à faire n'importe quoi. Et après la puberté, j'avais une période un peu d'arrogance et de surconfiance et de nonchalance. Et après, j'ai retrouvé mes pieds. Et je pense que l'Aaron de maintenant, il est un mélange de tout ça, je pense. Bien sûr. C'est une belle maturité, tu vois, déjà d'avoir conscience de toutes les étapes par lesquelles tu es passé, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. T'as un peu de recul. Oui, mais ouais, forcément, mais c'est important aussi de pouvoir revoir tout revoir un peu ta vie et ouais, non, c'est peut-être mature, je sais pas. Je m'en rends pas compte, ouais. À quel moment tu te dis, tiens, le rugby, ça peut être une piste pour la vie, pour jouer Donc, du coup, à 15 ans, je me pète le coude. Donc, je sais que je reviens un petit peu, mais... Vas-y. Donc, je me pète le coude et pas de rugby du tout pendant 1 an parce que j'ai eu une opération pour me faire rentrer les brèches. Donc, pas de contact pendant 6 mois. Et j'ai eu une deuxième opération pour les enlever. Et du coup, j'avais un peu plus de temps après où je pouvais plus faire de contact. Donc, pendant tout ce temps, j'avais joué du basket. J'avais vraiment retrouvé ça et j'en faisais, mais abusé. Et à 16 ans, quand je peux faire du contact, il y a un nouveau coach qui arrive au lycée. Je commence à faire la pré-saison et tout, et je joue mon premier match. Et j'avais grandi un petit peu avec la puberté, donc j'étais plus grand, un peu plus rapide. Et en fait, il y avait beaucoup de skills qui étaient transmissibles du basket au rugby, les crochets, les appuis et d'un côté aussi les réceptions de ballons hauts. Et je joue mon premier match et le lundi d'après, le coach il vient me voir, il me dit franchement, ça fait combien de temps que tu fais du rugby et tout. Je dis moi le rugby c'est une histoire compliquée. Il me dit ok. Écoute, moi franchement je trouve que tu as un potentiel énorme et si tu bosses, si tu as envie, si tu bosses vraiment, moi je pense que tu as des chances de devenir un joueur pro. Et moi, depuis que je suis petit, je savais que je voulais être sportif pro en fait, mais je savais pas quel sport. Parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, mais j'étais jamais assez bon vraiment, ou il n'y avait pas vraiment d'infrastructure assez en place pour... tu vois, le basket en Angleterre, il n'y a pas d'infrastructure.
Après, peut-être je suis pas assez grand, je sais pas, mais tu vois, au moins, si j'aurais été en France, j'aurais peut-être pu tenter. En Angleterre, c'est quasiment impossible. Euh, et en fait, je voulais toujours être joueur pro. C'était le lifestyle qui m'attirait, les moments d'émotion que tu peux vivre. Tu vois, souvent quand tu es un petit garçon, tu as envie de faire ça. Et en fait, grâce à mon coach, Mike Perks, il m'a donné quelque chose à poursuivre. Hmm. Et franchement, je me suis accroché à ça. Donc, les 2 années qui suivent, j'ai charbonné comme un chien, avant l'école, après l'école, pendant l'école, en fait, pour développer surtout mon rugby, en fait, parce que c'était un sport que je connaissais pas, Hmm. même si j'avais des aptitudes physiques. Mais niveau intelligence de jeu, il y avait un énorme delta à rattraper. Et Ouais. donc, on a passé beaucoup de temps avec Mike en train d'essayer de m'améliorer sur ça, sur ma connaissance du jeu, des joueurs, regarder des matchs, tout ça. Et C'est ça que tu faisais, ouais, aussi regarder des ouais, matchs ouais, aussi. ouais, Tu ouais. vois. C'était lui, il me poussait, il m'envoyait des vidéos sur YouTube. Il m'a dit, bon, toi, tes devoirs rugby, c'est de regarder ce match, ce match, de me dire ce que tu penses de ce joueur, pourquoi, tout ça. Ok, ah ouais, t'as Non, mais vraiment franchement, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, on est toujours très proches. Je lui envoie des messages souvent, même quand je traverse des périodes compliquées, parce que ça peut arriver. Je l'appelle, on discute un petit peu. Donc, lui, vraiment, c'est un gars qui a été tellement. Enfin, je peux même pas dire l'importance de ce mec dans Hmm. ma carrière, en tout cas. Et du coup, c'est vraiment à partir du moment où il m'a dit, moi, je pense que tu peux, que je me suis dit, pourquoi pas, on va tout donner pour le faire. C'est ouf l'impact, tu vois, que peuvent avoir les paroles de tes premiers mentors, de tes premiers, tu C'est ça. vois, euh, ouais, les premiers coachs, Ouais, les premières personnes qui croient en toi, en fait, qui c'est te ça. disent, coach, tu peux le faire, en Ouais. fait. Il y aura du Et, boulot, ça va être dur, mais je peux te montrer la voie ou je peux t'expliquer un ouais. peu comment faire, quoi. C'est tellement important. Et en fait, je pense que parfois, les gens dans des positions comme ça, ils sous-estiment la puissance de leurs mots. Tu vois, à l'inverse, ça aurait été un coach qui m'aurait dit, ah, là, tes connaissances de rugby sont pas assez bonnes. On ne fait plus jouer. Hmm. Tu vois, je serais pas là aujourd'hui, je serais un Aaron complètement différent. Euh, et souvent, je trouve que les profs, les coachs, les gens, ils se rendent pas forcément compte de cette puissance. Il y a peut-être un gosse qui a ça Hmm. d'être motivé pour quelque chose enfin, ou une petite qui veut faire ça, mais elle n'est pas sûre parce que ses parents veulent pas trop. Et elle peut être à ça, et c'est le bon coach, le bon prof qui peut dire la bonne chose au bon moment, qui peut justement faire basculer Hmm. le truc. Et je trouve que parfois, quand tu es prof, quand tu es coach, il faut vraiment prendre conscience de ça. Ouais. Bah, un livre que j'aurais envie que tous les coachs ou profs, tu vois, puissent lire, c'est Growth Mindset de Carol Dweck, je crois. Moi, je suis pas un grand, Mais tu vois, euh, c'est un grand un lecteur. grand lecteur, voilà, c'est ça que moi Mais tu pourrais regarder, elle a fait une vidéo sur TED, tu vois, qui est très Ah, connue, TED Talk, j'aime bien par contre. tu vois, où elle explique la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Et en Ok. gros, elle te dit, euh, bah, si je te dis, ouais, est-ce que tu es bon en maths, tu vois, il y a deux façons de voir les choses. Il y a les gens qui vont te dire, ouais, je suis nul en maths. Mm, Puis il y a les gens qui vont dire, pour le moment, ça m'intéresse pas, en fait. mm, Leur note, c'est peut-être la même, s'ils passent un concours, c'est peut-être la même, tu vois. Mais il y en a un qui vont peut-être plus avoir un état d'esprit du coup fixe, figé. mm. Je suis nul, tu vois, Ouais. c'est comme ça et c'est irrévocable. Versus, euh, là, ça m'intéresse pas maintenant, Mm, mais si je m'y mets, je peux apprendre, en fait. Et peut-être que demain, ça peut m'intéresser, tu vois. mm. Et je trouve, pour les professeurs, c'est hyper important d'avoir toujours le growth mindset, tu vois, avec leurs étudiants, de se dire, ok, peut-être que maintenant, t'es pas au niveau, mais tu peux apprendre, tu Ouais, peux te motiver et tout, quoi. je suis complètement Je pense que d'accord ce avec toi. coach, il doit avoir beaucoup de growth mindset, Ouais, tu vois. beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Donc, malheureusement, il parle pas français, mais un gros, gros shout-out à Mike Pucks. Parce Ok. que, Il entraîne des juniors, du coup, des du équipes. coup, à cette époque-là, oui, maintenant, il entraîne la ligue en dessous, le Super Rugby en Australie. Ok. Mais, mais ouais, il a passé, je pense,
peut-être 5 ans ou 6 ans à mon lycée. Ok. C'était agréable pour toi d'avoir des devoirs en plus dans le rugby, là? Bah ouais, parce que c'était clairement devenu ma passion. C'était pas ma passion, mais en fait, de me projeter et de me dire que je peux le faire, c'est devenu ma passion. Donc, moi, je suis quelqu'un de très obsessif dans tout. Tu vois, là, je joue au golf, mais j'y passe. J'ai envie d'être pro de suite. Donc, je passe peut-être un peu trop de temps sur ça. J'aime la musique, donc quand je fais des trucs, je veux que ça soit vraiment bien. Donc, je passe beaucoup de temps dessus. Et le rugby, bah, forcément, c'est celui qui prend le plus de temps parce que c'est mon job, mais c'est aussi ma toute première obsession. Euh, donc ouais, c'était un grand plaisir de regarder les films, de découvrir plus ce sport que je connaissais pas. Ouais, ok. Ouais. Donc, mais le seul truc, c'est qu'en fait, c'était tout des trucs, des joueurs anglais, des trucs comme ça. Moi, quand on me demande des choses si on me pose des questions sur le rugby français avant 2015, je connais pas grand chose. Et souvent, je passe pour un plouc un peu. Ouais, tu me préviens et tout, mais je peux comprendre. Franchement, il y a tellement une culture, il y a tellement de choses à regarder, de beaux matchs, de beaux joueurs et tout. C'est trop compliqué, il y en a trop. Ouais. Il y en a trop. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait à cette période-là? Quoi, à l'école? Ouais, quand tu étais en train d'apprendre et tout dans le rugby, tu vois, moi je sais que, tu vois, pour le tennis, mon rêve c'était de devenir joueur de pro de tennis avant de jouer au rugby. Et je sais qu'il y a eu un matin, un 24 décembre pour Noël, j'étais allé au club de tennis à 8h et j'ai pris un saut de 100 balles de tennis. Et j'avais un problème sur mon service, tu vois. Et dans le club, ils avaient acheté un compteur kilométrique, tu vois. Et je m'étais dit, ok, il faut que j'arrive à passer 160. Il faut que j'arrive à passer 160 km/h. Dans la journée, je veux y passer. Je fais une première fois le saut à 100 balles. Je fais 100 balles. J'arrive à 159, tu vois. Ah. Je recommence. Deuxième saut, je fais un deuxième saut. 159 encore. Je commence à avoir mal et tout. Et je fais, bon, ok, tant pis. Je vais arrêter un peu. Et je prends un troisième saut et je me dis, ok, je me laisse trop d'opportunités. 100 balles, c'est trop. J'en prends juste 5. Et entre les séries, je vais me laisser un peu le temps et tout. Je me repose, je fais peut-être 10 minutes, je vais juste marcher autour du terrain et tout. Puis je reviens, je prends la première, la 161, j'étais là. Voilà. J'étais trop chaud, tu vois. C'est maintenant. C'est maintenant. Et je rentre, je me souviendrai toujours, je le dis à mon père, il me dit, je te crois pas. Je lui dis, comment ça, tu me crois pas? Il me dit, bah, faut que je le voie moi aussi. Et du coup, le 26, que le 25, je me suis reposé quand même. Le 26, je suis reparti refaire des services. Et là, je crois que dès la première ou la deuxième, ça avait marché aussi, tu vois. Mais tu vois, j'ai eu des histoires un peu comme ça, un peu folles. T'en as des histoires un peu... Moi, un petit peu dans le même style. Moi, je sais que pendant le lycée, tu vois, pendant une longue période, je me levais avant les cours, donc à 5h du mat, pour me taper des sprints en côte avec mon daron pour travailler la vitesse. Ok. Donc, surtout, en fait, à cette époque-là, j'avais un peu un objectif d'Angleterre U18, mais c'est pas l'équipe d'Angleterre U18 qu'on va voir, nous, à la télé. C'est l'équipe d'Angleterre de tous les mecs qui sont pas en académie. Donc, tous les mecs qui sont pas dans Saracens, Harlequins, tout ça. Ok. Et du coup, pendant les 6 mois que je bossais envers ce but-là, 3 fois par semaine, avant les cours, c'était sprint en côte avec mon paps. Mais écoute, je ferai ça avec mon kid aussi. Ouais. Ce week-end, il a eu des petites séances de sprint. Voilà. Là, il aime bien... On fait du jeu, tu vois, on fait un peu du chase tag. Tu vois ce que c'est le chase tag? Non. Tu sais, c'est les espèces de cages où les mecs ils mettent des Ah barres un peu et tu dois ça toucher. c'est énorme ça. Tu C'est dois énorme ça. Je kifferais ça moi. Un peu, et tu fais un peu les Yamakasi du parcours. Ouais, et les tout, parcours, tout ouais. toucher. Moi j'ai fait une petite période parcours où je kiffais ça. Ouais. Bah, tu vois, là, ça m'a rappelé. Et je vois que mon fils, il kiffe trop. Grimper partout, courir et tout. Il aime bien jouer à chat, tu sais, genre je te touche et tout. Et là, j'ai vu au parc pour enfants, il y en avait un qui était un peu bien stylé. Et du coup, je lui ai dit, vas-y,
tu vas devoir m'attraper, tu vois. Et après, c'est moi qui vais t'attraper. Et il était trop fort, franchement. Même les autres parents, ils étaient là, wow, Oh, c'est qui ce petit ninja là? J'étais un peu fier. J'étais un peu fier. C'est quoi du coup le plan que tu as pour devenir rugby pro? Donc tu veux jouer dans cette équipe de moins de 18. Mike, ton coach, c'est quoi son plan? Qu'est-ce que vous vous dites? Donc le premier plan, donc pareil, je vais prendre un peu de... Je prends l'année d'avant. L'année d'avant, c'était du coup l'avant-dernière année au lycée. Je joue dans l'équipe première de mon équipe. Franchement, ça se passe vraiment bien. Après, nous, on ne jouait pas à un énorme niveau. Mais souvent, genre, je faisais des gros matchs. Donc tu jouais déjà à l'aile? Ouais, je jouais déjà à l'aile et ça se passait vraiment bien. Et du coup, l'année d'après, il m'a dit, OK, là, l'année dernière, tu as joué qu'à l'aile. Mais parce que le mec qui jouait arrière, c'était en dernière année. Okay. Donc lui, il était parti. Il a dit, bon, cette année, tu vas jouer à 15. Donc, il faut que tu commences à bosser autre chose et t'ouvrir d'autres positions, d'autres postes. J'ai dit, OK, nickel. Et en début de saison aussi, il m'a dit, d'ailleurs, après la saison que tu as fait, tu as ton premier essai régional. Donc, je passe l'essai, ça se passe très bien. Je suis pris en régional. Et là, c'est les counties. Je sais pas si c'est région, mais en gros, c'est comme un... Ouais, ce serait régional, je pense. Tu vois, comme dans Corée, c'est trop grand. Ce serait... Je sais pas ce que c'est l'équivalent. Départemental, peut-être Ouais, genre petit, mais... Plusieurs villes, quoi. Ouais, plusieurs villes. Donc, je sais pas si c'est régional ou départemental. Je pense que ça doit être départemental. Donc, première étape, c'était l'essai départemental. Je rentre dans l'équipe, on joue 3 matchs. J'ai marqué 6 essais. Du coup, j'ai été pris dans la prochaine étape qui était régionale. Et là, et en fait, je savais que cette voie, en fait, ça allait m'ouvrir le truc d'Angleterre U18, okay. comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je savais que si je validais toutes les étapes, qu'à la fin, j'allais finir dans cette équipe-là. Okay. Donc, je suis pris dans le régional. On a joué un petit festival, hein, ils appellent ça comme ça. C'est 2 matchs dans un week-end contre les autres régions. Donc, nous, on était sud-est, Londres et sud-est. On a joué contre Midlands le premier jour et le sud-ouest la deuxième journée. Et je suis titulaire le premier jour et je marque un triplé. Et là, du coup, le deuxième match, mes coachs ils m'ont dit, bon, tu vas pas jouer, c'est bon, genre, t'as fait le taf. Okay. Moi, j'étais trop content. Mais tu vois, j'étais content, mais genre, j'avais toujours peur parce que c'était pas officiel, j'ai pas eu le coup de fil. Et donc, c'est quoi que t'attends? C'est qui? C'est un recruteur? En gros, c'était ça le parcours que je pouvais le parcours que je pouvais faire en dehors des académies. Mais le but ultime, en fait, c'était de rejoindre Saracens, Harlequins, tu vois, des trucs comme ça. Je me suis dit que si je fais tout ça à un moment donné, sûrement quelqu'un va me prendre. Donc 2 semaines plus tard, coup de fil. Ils m'ont dit, c'est bon, on va te prendre dans cette équipe d'Angleterre en moins 18. Je m'en souviens, j'ai chialé comme un bébé. J'étais trop content. C'était les 6 mois de Hill Sprint, de Sprint en côte qui commençaient qui payaient. J'étais trop content. Et avec eux, on a joué 2 tests entre Irlande U18. C'était un peu l'équivalent. Et pareil, le premier match, conditions horribles, pluie, donc j'avais touché 0 ballon. Il y a une photo qui est drôle où tu vois, il y a un mec qui joue centre, il est couvert en boue. Et moi, mon maillot, il était quasiment blanc, tu vois. Et ça, c'est les bons matchs de pluie pour les ailiers, tu vois, où horrible. Tu fais rien. J'ai touché 0 ballon, j'ai eu peut-être un plaquage à faire, un truc comme ça. Et le prochain match, grand soleil, enfin, pas grand soleil, mais pas de pluie, bonnes conditions, et j'avais marqué 2 essais. Et je m'en souviens, les coachs de cette équipe, ils disaient, bon, normalement, il y avait des gens qui sont venus regarder ce match et tout. Et avec le match que tu as fait, je pense que tu auras une opportunité quelque part. Donc j'entends des petits bruits de couloir, ouais, cette équipe est peut-être intéressée, tu vas peut-être faire du 7 avec cette équipe. Et au final, rien. Donc là, c'était un moment très dur pour moi parce que j'avais tout fait. J'avais tout fait pour essayer de prendre tout ce qu'il y avait. Je suis allé au plus haut niveau que je pouvais faire en dehors des académies. Et il n'y avait rien qui collait.
Donc, J'ai une petite question pour toi. Désolé de pas de te souci, couper. non, pas de souci. Qu'est-ce que tu vois souvent dans les histoires et là il y a un peu ça, c'est tu dis ok je vais jouer, je vais être le meilleur possible sur le terrain et j'espère qu'on va m'appeler, tu vois. Mm. Est-ce que avec le recul, il y a des choses que toi t'aurais pu faire pour être proactif, tu vois, aller rencontrer directement les gars, est-ce Ouais. que ton père aurait pu leur parler ou prendre leur numéro ou tu vois essayer de voir pas- pour essayer, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, Mm. qui sont dans les filières un peu d'excellence. Et souvent, on reçoit des messages sur le compte Insta, est-ce que vous avez des conseils, machin et tout. Et moi, je connais pas dans tous les sports, tu vois, comment ça se passe. Mm. Mais ce que j'aime bien leur dire, c'est essaye d'être proactif, quoi. Mm. Essaye de faire un peu plus ce que les autres. Et là, en t'écoutant, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un truc à faire en plus que tu aurais pu aller chercher à Ouais. ce moment-là, tu vois? Bah, honnêtement, dans la position où j'étais, je pense pas. Mhm. Parce que, en fait, la différence entre la France et l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, à 18 ans, il y a les contrats. Il y a les contrats pro. Et en France, c'est 23 ans. Donc, en gros, là, c'était ma dernière chance d'essayer de choper un truc. Je sais que pendant cette année-là, il y avait mon coach, Mike, il avait appelé un gars qu'il connaissait à Saracens pour venir voir un match. Il est venu regarder le match. Mhm. Mais de ce qu'il avait vu, ils n'étaient pas intéressés. Donc, tu vois, c'était comme ça. Ça a dû être en novembre-décembre de l'année 2017. Et en 2018, c'était avril 2018, c'est quand il y avait eu tout ce truc d'Angleterre, tout ça. Donc, est-ce que peut-être, est-ce que j'aurais pu demander au coach qui était là? Est-ce que tu peux me dire, comme ça je peux les appeler? Peut-être. Mais s'ils étaient au match et que rien s'est passé, enfin, je comprends pas ce que je peux faire de plus à ce moment-là. Mhm. Enfin, tu vas voir tout à l'heure que la proactivité, elle est très importante et c'est ce qui a fait la différence pour moi. Mais à ce moment-là, dans une période aussi importante, dans le sens où c'est vraiment ce moment-là qu'ils donnent des contrats, franchement, je pense pas. Ok. Je pense pas. Donc ouais. Comment tu rebondis du coup? Et du coup, à ce moment-là, ben, je commence à penser aux études. De base, je devais faire des études de design dans une grande école de design. Tu Mais déprimes un peu? non, franchement, non. Je me dis, écoute, c'est pas vraiment mon mindset. Moi, je suis aussi très growth mindset. Je me Mhm. suis dit, bon, ok, j'ai donné tout ce que j'ai pu, mais rien s'est passé. Je vais continuer. Peut-être que je vais devoir prendre une avenue différente, mais j'étais pas en dépression. J'étais déçu forcément, mais c'était pas la fin pour tout pour moi. Donc là, j'arrive à rentrer dans cette école de design. Et en fait, en Angleterre, quand t'es pas pris en académie, tous les joueurs de rugby, ils vont à l'université parce qu'il y a une bonne ligue universitaire, Universitaire, ouais. le Superbox. Et l'école où j'étais pris, Loughborough, ils étaient une très très bonne équipe. Et du coup, je me dis, tiens, ok, je vais envoyer un mail pour faire la pré-saison. Tu vois, j'étais déjà accepté dans l'école. Je me suis dit, là, il faut que je commence à préparer les choses. J'ai envoyé mon CV rugby avec mes highlights, tout ça. Pas de réponse. Ok. Je me dis, ok. Il y a une semaine qui passe, 2 semaines, 3 semaines. Et là, mon club amateur, à l'époque, il commençait à construire un espèce de projet avec un lien avec une autre université, mais qui jouait dans la 3e division Mhm. universitaire. Donc moins bas, beaucoup plus bas, mais tout allait être gratuit. J'allais être les études payées. Et en Angleterre, l'année, c'est 9250 livres l'année, plus logement, plus bouffe. Ouais, Et faut le financer. Ouais. ouais. Et en fait, moi, mon club, il m'offrait de payer tout dès que je jouais pour mon club qui était en 3e division nationale de rugby et pour l'équipe d'université qui était dans la 3e division universitaire. Donc moi, c'était mon premier gros carrefour dans ma vie Mhm. parce que où je prenais, tu vois, l'avenue classique, j'allais dans cette université Superbox où je faisais confiance dans mon petit club, c'était gratuit et au final, j'ai décidé d'aller
dans le projet avec mon université, avec mon club amateur et l'université. Je m'en souviens, je l'ai dit à mon coach Mike, il était fou. Il était fou, il m'a dit mais t'es con ou quoi? Tu te rends compte ce que c'est le Superbox? Il y a tellement de joueurs qui arrivent à sortir de là. Et là, tu vas jouer pour ton club à la maison dans cette université de 3e division. Il était fou. Il était fou. Tout ce qu'on Toi, a tu l'écoutes pas, toi? travaillé. En fait, je l'ai... C'est quoi, t'as pas le choix? Tu peux pas payer les 9200 $? Si, en anglais, tout le monde emprunte les trucs. C'était pas... Mais en fait, pour moi, en Angleterre, à ce moment-là, mon club, il est à la limite de devenir pro, de monter dans cette deuxième division. Donc, dans ma tête, je fais les calculs. Je dis, en vrai, là, même s'ils ne montent pas cette année, l'année d'après, ils vont monter. Donc, ils vont être en 2e division de l'Angleterre. Moi, si je fais des bons matchs pour l'université, pour mon club, je vais faire partir du projet. Donc, en 3 ans, j'aurai zéro dette. Et peut-être que tu joues en D2, quoi. Peut-être je vais jouer en D2. Et si je joue beaucoup en D2 la 2e ou 3e année, peut-être je vais monter en Premiership. Alors qu'en Superbucks, ils n'ont même pas répondu à mon mail de pré-saison. Si j'arrive début de l'année, je vais être en retard. Ils vont déjà avoir leur mec. Est-ce que je vais adhérer avec la vie universitaire, la vie de rugby universitaire? Parce que faut savoir, en Angleterre, le rugby universitaire, c'est ça picole énormément, beaucoup de pression sociale à être une certaine personne, de boire ces jours-là. Quand tu es nouveau, il y a des initiations un peu, un peu border parfois. Est-ce que je vais adhérer? Et en fait, je voyais beaucoup. En fait, quand je traçais la ligne de mon avenir avec avec mon club, je la voyais plus que Loughborough. Même si en plus les études que j'allais faire dans cette université allaient pas me convenir du tout. Mais je me suis dit, de toute façon, je suis pas là pour mes études, je suis là pour le rugby. Donc, au final, je fais ça. Je suis désolé, ouais, il est un peu long l'histoire. Vas-y, j'adore, on a le temps. Et donc, je fais ça. Et donc, je vais à l'université. Et ce qui était trop bien, en fait, c'est que de base, c'était censé être un projet sur la longue durée. Ils allaient construire. L'année prochaine, il allait y avoir plus de joueurs que moi. On était 4 mon année. On allait être plusieurs l'année d'après et encore plus l'année d'après. Donc, tu vois, c'était vraiment un projet qui voulait bâtir dans le temps. Ok. Et c'était vraiment l'objectif de ce projet, c'était vraiment notre développement à nous. Donc, franchement, les semaines, c'était énorme. On s'entraînait comme des pros. Et j'ai adoré. Je faisais des bons matchs. Et parfois, en fait, on jouait le mercredi pour l'université et samedi pour le club. Donc, on jouait beaucoup. Et c'était top. Je pense que c'était des années tellement importantes pour moi dans mon développement aussi. Donc, il faut aussi remercier ces coachs-là parce que ça m'a beaucoup aidé. Tu progresses beaucoup, en fait, quand tu joues beaucoup. Ouais, surtout à cet âge-là. Ouais. Parce que t'encaisses les coups, ouais, tu récupères bien. C'est ça. Maintenant, je sais pas, on pourra en reparler. Moi, c'est sûr que tu as 34 piges. Mais même maintenant, tu me demandes de faire mercredi, samedi. c'est un autre truc, quoi. Mais quand t'es jeune, ouais, franchement, faut bouffer. Ouais, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Parce que, surtout, en plus, ça faisait pas si longtemps que je jouais. Donc, je pense que mon cerveau aussi, il était toujours, tu vois, en mode éponge, prendre, tu sais, ça absorbait tout. Donc, on a beaucoup joué. Et enfin, j'ai réussi à jouer pour la première équipe de mon club amateur qui était du coup dans cette 3e division. Donc, je joue 2 matchs, juste 2. Et en fait, je me rends compte que chaque fois que je jouais ces matchs-là, en face de moi, il y avait des joueurs qui étaient signés pour les académies comme Saracens, Sale Sharks. Tu vois, du coup, je me suis dit, attends, en fait, je joue au même niveau que tous les gars de mon âge qui sont signés dans des clubs comme ça. Bah, je peux clairement y être, tu vois. On joue au même niveau, juste eux, ils ont des contrats. Donc là, je me dis, OK, je vais aller chercher un agent. Je vais chercher sur Internet. Et l'université où j'étais, c'était à Twickenham. Donc, il y avait un agent de rugby qui était juste à côté. Je vais le voir et je me présente. J'explique mon parcours. Je leur montre mon highlight. Pareil, je leur dis que je veux absolument faire ça. Est-ce qu'ils peuvent m'aider? Et ils me disent, putain, enfin...
t'es complètement passé à travers le filet, quoi. Enfin, j'ai dit, ouais, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est intéressé. J'ai vraiment, vraiment envie de faire ça. Ils me disent, ok, bah écoute, on va faire le max, mais pour nous, c'est logique aussi. Tu joues au même niveau que les gars de ton âge, parce qu'en fait, à 18 ans, tu signes avec Sale, mais tu es tout de suite mis en prêt pour des équipes dans cette ligue. C'était souvent ça. Ok. Et du coup, ils appellent, toujours rien. London Irish, c'était juste à côté, rien. Saracens, pas intéressé. Queens, pareil. Tu sais pourquoi? Bah, en fait, il disait bah, on a déjà signé nos mecs, il a commencé tard. Et en fait, il voulait pas prendre le risque, je pense. Je sais pas. Et du coup, là, là, ça commence vraiment à me saouler. Et je veux plus, j'ai vraiment envie. Donc là, je commence à rechercher. Je sais que j'ai ce passeport français. Il y a du rugby en France. C'est quoi? Ça marche comment là-bas? Je commence à me renseigner. Je me rends compte qu'en France, tu as ce système d'espoir où il y a 3-4 années de plus de développement. Je me dis, mais c'est parfait. En plus, je parle la langue. Je vais pas trop avoir du mal niveau intégration. Ça va pas être un choc culturel de ouf. Ce qui était faux, parce que ça a été un gros choc. Mais du coup, je leur dis, écoute, moi, je suis chaud d'aller jouer en France. Est-ce que vous avez des pistes, vous avez des contacts d'agents là-bas? Et il me dit, tu sais quoi? Ouais, nous, on a des partenaires agents là-bas. On va voir ce qu'on peut faire. Je dis, ok, trop bien. Du coup, je fais des tests à Brive, à Toulon, à Castres. Et il y avait Oyonnax qui était intéressé. Et là, je commence à me dire, bon, là ma voie, elle est claire et évidente. Là, faut que j'aille en France. Je vais tout quitter en Angleterre. Euh, je vais donner tout ce que je peux. Et si ça marche pas, au moins, j'aurai tout essayé. Et là, pour le coup, je peux essayer de passer à autre chose. Et au final, au moment où je fais les choix, je décide de signer à Brive. Et je m'en souviens, les 3 mecs avec qui j'étais à l'université, ils me disent, mais t'es un malade et tout. Mais tu te rends compte du risque que tu prends? Je dis, bah, ouais, mais... T'étais déjà allé à Brive ou pas? Bah, juste pour faire le test. Ok. J'avais fait le test. Et sur les 4 clubs, au final, ça se jouait vraiment entre Oyonnax et Brive. Sauf qu'Oyonnax, je n'avais pas visité, donc c'était difficile. Et en vrai, j'avais un bon feeling de ma visite de Brive. Donc, je signe à Brive. Et ouais, je m'en souviens, les mecs, ils disaient, mais t'es un ouf et tout. Donc voilà, je démissionne de l'université. Je paye de ma propre poche le club tout ce qu'ils avaient payé pour l'année jusqu'à présent. Et, pour les rembourser? Pour les rembourser. Ok. Et ouais, en avril, j'étais tout seul, m'entraîner pour me préparer. Et en juillet 2019, je suis arrivé à Brive. Ok. Là, le contrat, c'est pro? Donc là, c'est un contrat espoir de 3 ans. Ok. De 2+1. Ok. C'est quoi? C'était un petit salaire, un petit logement? Ouais, et petit salaire, t'es petit défrayé. logement. Ouais. Et c'était juste la promesse de s'entraîner, de faire la pré-saison avec les pros et en vrai de m'entraîner tout le temps avec les pros. Ce qui n'était pas le cas non plus, mais c'est pas grave. Là, au moins, j'étais dans un système professionnel. J'étais juste là, je frappais à la porte. Et c'est ce que je voulais. J'étais persuadé qu'avec ces 3-4 ans de plus, j'allais pouvoir percer. Ok. Il y a le rugby à 7 dans ta tête à ce moment-là ou... Du coup, parce qu'en France, tu vois, en France, Ouais. moi je kiffe parce qu'en universitaire, tu vois, il y a quand même pas mal de compètes, tu vois. Et quand tu as fait il y a des tournois un peu, tu vois, entre universités, entre écoles, où tu fais du 7 parce que c'est plus folklorique, tu vois, c'est du jeu. Ouais. Donc moi je suivais, j'ai un peu cette culture-là, tu vois, et j'adore le rugby à 7. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir des World Series ou aller voir un tournoi, parce que sur une journée, sur une journée, tu vois plein de matchs. En fait, je comprends pas comment les gens ont pas encore capté que c'est énorme. Ouais, mais grave. J'espère qu'après les Jeux, enfin, on en parlera plus tard, mais franchement, les tournois de rugby à 7, après, il y en a plus en Europe, c'est ça qui est dommage, sauf à Madrid, mais c'est la folie. Si t'aimes le rugby, et en général, quand t'aimes le rugby, t'aimes bien la fête,
t'aimes bien la musique, bah, en fait, les tournois de rugby à 7, ça englobe tout ça quand t'es spectateur. C'est incroyable. Ah ouais. Puis t'en as pour ton argent, quoi. Tu Bah vas, ouais, tu restes toute la mais c'est ça, journée. toute la journée, Tu t'as fais des tout le matchs. tournoi, tu vois. Donc, Et ouais. c'est cool. Et franchement, c'est quelques-uns des meilleurs athlètes au monde, le rugby à 7. Franchement, c'est... Vous avez des conditions physiques de monstres, quoi. Ouais, c'est intense. Euh, C'est intense. Ok, et du coup, ouais, toi, à ce Ouais. moment-là, tu penses au rugby à 7 ou pas? Parce qu'en Donc- France, tu vois, en France, voilà, faut être honnête. Tu rentres dans un club espoir pour devenir pro. Je sais pas trop comment ça se passe, Ouais. tu vas me le dire. Mais en tout cas, moi, de l'extérieur, je me dis, tiens, c'est pour du 15, quoi. Ouais. Bah, c'était pour du 15. Et juste avant de partir en France et juste avant de démissionner à l'université, en fait, à cette époque-là, il y avait le centre d'entraînement de Angleterre Sevens. Il était aussi à Twickenham. Donc, on avait fait une séance d'entraînement avec eux. Ça s'est bien passé personnellement. Donc, ils m'ont pris sur un tournoi, sur 2 tournois de développement avec eux. Une fois à Napoli, où on avait joué contre France, Italie, Irlande. Et c'était les premières fois que je jouais contre mes futurs coéquipiers. Et une deuxième fois à Marcoussis, où on a fait une espèce de mock tournoi. On a fait 3 matchs dans une journée. Et on s'est fait laver 3 fois. C'était chaud. Laver. Contre Bebop, Joachim, Julien Blanc, Alexandre Bénard, qui est plus dans le setup maintenant, mais qui était quand je suis arrivé. Tu vois, on s'est fait laver. Donc, à ce moment-là, je me dis peut-être que ça aussi, ça sera une opportunité. Mais tout ça, c'était avant de partir en France. Et au final, ben, je vois que France, ça colle. Donc, je signe pour Brive. Et la semaine après, il y a le coach d'Angleterre Seven. Il me dit, ouais, on veut te prendre pour te tester sur le Paris sur le World Series de Paris de 2019, du coup. 2019, ouais. Et moi, je lui explique que je pars en France. Et il me dit, bah, écoute, nous, on peut te proposer ça, ça. Mais franchement, c'était pas intéressant. C'était un complément de salaire. C'était pas un vrai salaire. Et j'avais déjà fait la signature. Donc, tu aurais eu ton club en France et tu aurais joué pour le Seven avec l'équipe d'Angleterre? Non, je pars pas à Brive, je vais à l'université, j'aurai un complément de salaire par la fédération anglaise. Mais c'était pas un full contrat. C'était ouais, on voit que tu as un peu de potentiel, on va te tester, mais pour l'instant, c'est pas un contrat. Et c'est frustrant. C'est frustrant, mais de toute façon, dans ma tête, je partais déjà en France. Et le seul truc qui m'aurait fait rester, ça aurait été un vrai contrat. Mais c'était compliqué, j'avais déjà signé et tout. Donc, je sais pas comment ça aurait marché juridiquement. Et du coup, en arrivant en France, en premier tournoi, après la pré-saison, il y avait un tournoi espoir avec Brive. Donc, on fait le tournoi, ça marche pas très très bien pour nous, mais très vite après, je suis sollicité par France 7 pour faire mon premier tournoi de développement à Dubaï. Et c'est là vraiment que l'aventure elle commence. C'est à partir de décembre 2019, après mon premier tournoi de développement avec eux. Et c'est à quel moment que tu commences J'ai lu, je me souviens plus, je retrouve plus dans mes notes, mais j'ai vu que un de tes premiers matchs ça avait tout de suite bien marché, quoi. Avec France? Ouais. Ouais, donc c'était pas tout de suite. Donc en 2019, il y avait France 7, il y avait Dubaï en développement. En février 2020, juste avant le Covid, on avait fait un camp d'entraînement de développement à Stellenbosch en Afrique du Sud. Là, à ce moment-là, ils commencent à discuter vraiment avec moi et ils commencent à me dire, ouais, on aime bien le profil et tout. Est-ce que tu te vois faire ça? Est-ce que tu kiffes ça? Là, ça commence vraiment à discuter. Covid, bon. Et après le Covid, il y avait la qualification des Jeux de 2021. Tokyo. J'étais beaucoup trop loin du groupe pour en faire partie, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Donc après, c'était la reconstruction de l'équipe sur un nouveau cycle. Et c'est là que les conversations deviennent beaucoup plus concrètes avec Christophe Reit et Jérôme.
Et là, on commence de parler de Paris 2024. Donc, c'est après ça que je commence à vraiment me rendre compte d'un objectif final à Paris. Donc, il y a ça. Ensuite, je me blesse en 2021. Je me suis fait plusieurs récidives de déchirure à l'ischio. Donc, je loupe le début de saison en 2021. Et mes débuts sont en janvier 2022 ou 2021. Franchement, je m'en souviens plus de la timeline. Début 2022, je vois. Je trouve. C'est mon premier Je crois, première sélection début 2022. Voilà, à Malaga. Ok. Ouais. Donc c'est ça. Janvier 2022, j'ai fait mon premier tournoi. Et oui, ça s'est très bien passé en attaque. Et je m'en souviens, mon premier match, je marque un essai grave stylé et un deuxième que Paulin m'offre. Mais en attaque, ça se passe très bien, mais je me rends compte qu'il y a un gros taf à faire défensivement. Pourquoi qu'est-ce qui manque du jus là? Du placement. Il manque pas. Franchement, l'envie a jamais manqué, mais je pense qu'il me manquait un peu de cette dureté. C'est ça qu'on me reprochait. On me reprochait un petit peu de la résilience au début. Et peut-être forcément un peu de technique aussi, je pense. Ouais. Et ça a été pendant longtemps, ça a été mon axe de travail. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, ou vers la fin, c'était devenu un peu une force, mais jusqu'à cette année, c'était toujours un axe de travail, même jusqu'à février. Ouais, ok. Jusqu'à février, après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic. Et que des caramels. Bon, pas des caramels, mais je complétais les plaquages. Il y a toujours du taf à faire, on peut toujours s'améliorer, mais j'étais devenu solide. Ok. Mais ouais, c'est le premier tournoi, il est spécial. T'as ton nom sur le maillot. Dans le rugby en plus, c'est rare, donc c'était un moment de ouf. Je m'en souviens quand je l'ai reçu à la présentation de l'équipe juste avant le tournoi. Je l'ai reçu vu que c'était mon premier. J'ai donné un petit discours et je m'en souviens que j'étais très ému parce que pour moi, c'était un début d'aboutissement de tous ces sacrifices. Malgré tout, c'est l'équipe de France. Et ouais, c'était un moment de ouf. Ok. Ouais, j'imagine. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Ouais, vas-y. Je suis désolé de couper. T'inquiète. On est en plein milieu du T'inquiète. C'est juste... Là, tu vas à gauche et tu vas voir sur la droite, il y a une cuisine. Okay. Mais c'est juste après. Tu continues sur le couloir. Juste après, il y a une porte. Attends, Non, mais c'est bon, je trouverai, mais tu veux que je laisse ouvert? Ouais, vas-y. Merci. Hop. Ouais, je venais de t'envoyer un message pour te dire peut-être basculer sur Paris. Parce que je pense, ouais, faut qu'on... faut qu'on parte à 17h30, je pense. Ouais, vas-y, ça marche. C'est vrai que là, on est un peu long. C'est hyper intéressant. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Mais là, le temps entre l'équipe de France, il devient peut-être un poil long. Vas-y, mais on va switcher. T'inquiète. Hop, je le mets 59. Il faut qu'on coupe. Non, c'est fluide en plus, je trouve. Puis le côté de résilience avant de passer la première porte, c'est inspirant, je trouve. Ouais, c'est dans les sports. Il y a tellement de compètes, il y a tellement des parcours compliqués. Ouais. Vous avez fait d'autres médias là? Que le Move, après c'était que des rendez-vous partenaires. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est bien, c'est son premier podcast, un long podcast comme ça, c'est cool. Et ça a du sens de le faire avec vous. Trop bien. Bah écoute, ouais, merci beaucoup. Ouais. Non, c'est chouette, c'est trop bien. Parmi les athlètes que j'accompagne, c'est un athlète qui est vraiment hyper intéressant. Il a ce côté d'image, le fait qu'il soit anglo-saxon aussi, ça aide beaucoup. Il a une rigueur de malade, ultra pro. Ouais, puis il a une belle mentalité et une maturité aussi. Ouais, carrément. Je suis impressionnée dans la façon de travailler. Parce qu'en plus, à son âge, j'ai vu qu'on est très peu d'écart. Et je vois des personnes de mon âge qui ont vite cette grosse tête. Alors qu'au final, ils sont pas à son âge. Je suis désolé, j'ai pas trouvé. C'est Tu m'as eu en plus. Je sais qu'à chaque fois, des fois, je me dis, il va trouver ou pas? Ah, c'est évident. Bon. En vrai, ça va, c'est juste. Ce que je disais à Bart, peut-être commencer c'est hyper intéressant. Ouais, on décale, ouais. Vas-y. On est quoi? On est plus sur le 10. Ah, on est sur du 10 là? Typiquement, Aaron,
à chaque fois qu'est-ce que t'en penses sur une note Et ouais, on essaye d'être performant partout, c'est important. Ouais, les médias, c'est tellement important. quand même passer sur là, de toute façon on arrive à Ok. 24. Et vas-y, on enchaîne. Mais ouais, les médias, ça staff aussi, c'est sûr. C'est un travail, hein. Ouais, C'est pas évident forcément au début. Franchement, ça fait la diff. Hein. Ok, merci. Ça fait la diff, moi je trouve. Après, c'est mon avis. Forcément, je défends ma paroisse. Bien sûr, mon il truc. faut. Pour switcher sur 2024, à quoi elle ressemble ton organisation dans cette année-là, tu vois, par exemple, il y a le projet jeu. Je sais plus à quel moment Antoine il confirme qu'il va rejoindre l'équipe, mais en tout cas, à partir du moment où il rejoint l'équipe, ça devient quand même très sérieux pour tout le monde. Ouais. Il y a un petit coup de spotlight quand même sur vous. Bien sûr. À quel moment, toi, elle ressemble à quoi ton organisation du coup à ce moment-là et ta saison? Ouais, donc du coup, on commence la saison avec un stage de 3 semaines à Fidji. Ok. Je pense que c'est très important d'en parler parce que pour moi, c'est un des éléments déclencheurs pour cette saison. On a passé un moment, mais de fou là-bas. Vraiment. C'était quand? C'était en novembre, il me semble. Ouais. C'était maintenant, jour pour jour. Ok. Et c'était vraiment le voyage d'une vie. On a passé 3 semaines là-bas entre ce qu'on a pu faire niveau entraînement, ce qu'on a pu découvrir humainement là-bas sur nous, sur leur culture à eux, parce qu'elle est très très belle leur culture, et l'extra-rugby aussi. C'était un voyage incroyable. Et je pense pour nous, on a fait les dunes de sable de Sigatoka. C'est des dunes mythiques là-bas. Les Fidjiens, ils font ça tout le temps. C'était tellement intense, tellement dur, mais ça a mis des bonnes bases. Et après, c'est cette fameuse vidéo où on voit vous vous porter les uns les autres et tout. C'est exactement ça. Okay. C'était vraiment une séance de chien. Je ne vais pas mentir, c'était horrible, c'était affreux. J'ai jamais eu autant de lactique dans les jambes. Et en plus de ça, on jouait beaucoup contre eux, on s'entraînait beaucoup contre eux en opposition, donc à plaquer et à scrag un peu. Donc c'était important de passer par là pour bien préparer la saison. Et après, on sentait aussi ce coup de stress parce que c'était l'année des Jeux, on n'avait toujours pas gagné un titre. Donc on ressent ce besoin de gagner, de confirmer avant d'y arriver. Les 3 premiers tournois, ça ne se passe pas du tout comme on aurait souhaité. On fait 9e, 8e, 6e. Mais par contre, on voit une progression, ce qui était très, très positif pour nous. Donc on fait une entame de saison décevante à nos yeux et surtout aux yeux de notre coach et je pense les supporters aussi. Et personnellement aussi, j'ai traversé là, c'était mon moment difficile, ce début de saison. Je me sentais pas bien du tout, pas bien en confiance, que ce soit en attaque, en défense, mais surtout en défense, j'étais dans un gros down. J'avais peur d'être écarté du groupe, surtout parce que c'était les 3 premiers tournois et le 4e, Antoine, il arrivait. Et parce qu'il a jamais joué avec vous avant. Non, il avait fait un entraînement, notre premier entraînement en janvier, il était là, mais c'est tout. Il n'avait pas joué avec nous encore. Donc moi, j'avais peur d'être écarté et je savais qu'on n'était pas loin de faire un truc de spécial. Donc pour moi, ça allait être un cauchemar d'être écarté à ce moment-là. Et heureusement pour moi, le coach, il ne m'a pas lâché, il m'a tiré avec lui. Et du coup on fait Vancouver 3e, donc on fait 9, 8, 6, 3. On perd en demi contre la Nouvelle-Zélande de 2 points, un truc comme ça. D'ailleurs on voit tout de suite l'impact, on voit tout de suite les qualités de Toto au rugby à 7 parce qu'il a été brillant de suite. Et après même toi tu remarques, tu te dis waouh. En fait moi ma façon de le voir, c'est que le gars, il a tout pour être un gros joueur de rugby à 7. Mais c'est pas si évident que ça. Historiquement, chaque Olympiade, il y a des joueurs de 15 qui intègrent des équipes. On a vu Quade Cooper, on a vu Sonny Bill Williams, on a vu Samu Kerevi. Et ça se passe souvent pas comme prévu. Parce que c'est exigeant. C'est pas...
Enfin, c'est pas simple. Mais le gars, moi, je savais qu'il allait être bon. Franchement, j'ai toujours su qu'il allait être bon. Mais je pensais pas qu'il allait être bon de suite. Et en fait, il arrive et il casse tout, il casse des bouches de suite. Bah, c'est top pour nous. Nous, on a un joueur de grande classe qui intègre l'équipe, en plus qui arrive avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect envers nous et notre discipline. Donc après, le troisième, on enchaîne par Los Angeles. Los Angeles, on gagne. Et là, là, ça devient vraiment réel. Là, on gagne. On montre qu'on est là, on pose, je suis désolé mais on pose nos couilles sur la table, c'est bon, là on est là, on est capable de le faire. C'était important pour nous, c'était important pour tout le monde. Et donc il y a ça, le tournoi d'après on fait deuxième, sans Toto. Donc là aussi on montre à tout le monde que l'équipe elle est en place. Que oui, c'est un gros joueur, c'est une belle addition à l'équipe, mais que l'équipe aussi, elle est capable de performer sans lui. Et surtout, au moment où il arrive, il y avait beaucoup de ça dans la presse. Donc, je pense que pour nous aussi, c'était cool de montrer ça à tout le monde. Et après, on finit la saison avec ce titre de champion du monde. Première fois de l'histoire que l'équipe de France est champion. Et là, c'est vraiment... Avec Jérôme, on parlait souvent d'envoyer des signaux forts. Et là, c'est vraiment un gros signal. Là, on montre au monde qu'on est capable de gagner le tournoi qu'il faut quand il faut. Et le seul truc, c'est que cette année, en fait, il y en avait 2 à gagner. Donc, après ça, on a visite de Claude Onesta de l'ANS. En gros, pour nous dire bravo, vous avez gagné le titre de champion du monde, mais malheureusement pour vous, ça tombe sur une année olympique, donc ça veut rien dire. En gros, c'était ça. Pour garder nos pieds sur terre et je pense aussi pour nous remotiver pour les Jeux. Donc, remise en question, on reste bien concentré, l'équipe, elle n'est pas encore sortie, donc à ce moment-là, on est 18 à se préparer pour les Jeux. Et après, l'annonce de l'équipe, elle tombe. On sait qui va pas. Forcément, il y a des déçus, mais malheureusement, c'est le sport. Vous êtes combien à y aller déjà ? Du coup, on est 14 avec les deux réservistes. Mais il y en a 12 au début, que 12 sur 2 joués. Donc voilà, l'équipe, elle tombe. Je suis dedans, je suis comme un fou. et l'aventure, elle commence. Ouais. C'est fort quand même comment ça allait vite. Parce que moi, je me souviens, je sais plus, il me semble que c'est en été 2023 que Antoine il commence à parler de ça. Il y a les rumeurs. Je crois qu'il confirme fin d'année. Ouais, il confirme après la Coupe du Monde, il me semble. Ouais, après la Coupe du Monde, exactement. Ouais. Et du coup, je commence à regarder des matchs et tout, et je vois vos tournois, et je fais... Il y a du taf quand même. Ouais. Il y a du taf. Et ça allait tellement vite, vous avez tellement géré. Enfin, il y a eu une émulsion de ouf, quoi. Qu'est-ce qui s'est... Ouais. Avec le recul, c'est quoi, toi, les ingrédients ? Qui nous a fait gagner ? Ouais, c'est quoi la sauce magique, en fait ? C'est quoi que les autres équipes, elles n'ont pas, en fait ? On voit que vous dansez bien, tu vois, c'est important. Je sais pas si c'est ce que les autres équipes, elles n'ont pas, mais je pense que c'est plus ce que nous, on avait, en fait. Et je pense qu'on voit vraiment, en fait, les Jeux et ce titre, enfin, en fait, le double titre, ça c'est énorme déjà que je peux dire double titre, ça tue. J'en reviens pas. En fait, c'est vraiment, vraiment pour le coup un aboutissement de ce cycle de 3 ans. Parce que pendant tout ce cycle, on a fait plein de podiums, même si on n'a que gagné cette année, mais pendant 3 ans, on savait déjà qu'on avait un potentiel de ouf. C'était une jeune équipe, on a fait beaucoup de 3e, quelques 2e places. On savait en fait qu'on n'était pas loin de débloquer quelque chose. Cette première victoire à Los Angeles, pour moi, en fait, elle confirme tout. En fait, ça nous donne une confiance. En fait, on l'a fait là, on est capable de le faire si on l'a fait une fois, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. En fait, je pense pour moi, ce premier titre, c'est ça qui déclenche tout. Et
puis ouais, après la sauce magique, je pense que notre plan de jeu, en fait, le plan de jeu que Jérôme il a construit, il a permis à tous les joueurs de s'exprimer, tous les joueurs d'exprimer leurs points forts euh, la meilleure façon possible, je pense. Et c'est ce qui a fait que ça a bien marché. Les joueurs qui étaient costauds et qui étaient bons en l'air, ben, ils avaient l'occasion d'être bons en l'air dans le plan de jeu. Les joueurs rapides, ils avaient l'occasion de se montrer. Les joueurs avec des crochets, ils avaient aussi leur moment pour s'exprimer au service de l'équipe. Donc en vrai, le plan de jeu, moi, je le trouve excellent. Et après, on a été bon dans le bon moment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il n'y a pas de sauce magique, comme tu dis. Je pense qu'on a juste été les hommes le plus près à ce moment-là. Je suis assez d'accord avec toi. On sent que il y avait une espèce d'invincibilité en fait. On a l'impression c'est bon, ils ont chopé le boss là. Ils ont mangé le champignon avant le tournoi et qu'il se passe un truc. En plus, vous faites pas la cérémonie d'ouverture, vous jouez avant. On joue avant, ouais. Ouais. Mais justement, je suis désolé de te couper, Vas-y. mais je trouve qu'en fait, notre début de tournoi, il se passe pas du tout comme prévu. Donc justement, tu vois, nous en tout cas à l'intérieur, on n'a pas l'impression d'avoir mangé ces champignons de foot, tu vois. On commence vraiment... en fait, l'objectif, c'était de se qualifier, et c'est ce qu'on a fait le premier jour, mais on ne s'est pas qualifié de la manière c'était qu'on aurait compliqué. aimé. Donc voilà, c'était juste pour... Non, mais c'est vrai, t'as raison de le dire. C'est vrai qu'après, tous les matchs, ils vont vite et il y a une espèce d'équipe qui se met en place et puis boum, 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 la pression, elle monte. Et puis, puis en fait, tu te retrouves, t'es le premier jour des Jeux, t'es en finale, c'est juste complètement dingue. T'as le Stade de France qui est plein, qui regarde du rugby à 7 pour, tu vois, avec toute la France qui regarde. Et c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou comment ça se passe. C'est en Angleterre, avec mes potes, il y a souvent cette blague du scriptwriter, du directeur. Tu sais, en gros, chaque personne, il a son petit directeur, le mec qui décide ce qui se passe dans sa vie. Et en gros, là, le directeur, il a écrit le meilleur film possible. Ouais, on commence pas comme il faut, donc... En plus, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très inquiets. Nous, je ne sais pas si on était inquiets, mais on était conscients qu'on n'avait pas fait des bons débuts. Mais on savait qu'on était qualifié. Du moment que tu es qualifié, en fait, c'est une nouvelle compétition. Ouais. Et pour moi, le match clé, c'est vraiment l'Argentine, parce que le quart de finale, il est tellement trompeur. Tu perds ce quart de finale, tu es zéro chance de médaille. Ouais. Nous, on prend c'est un match piège. C'est un match méga piège. Ils sont forts, les Argentins. Ouais. On joue contre l'Argentine, les finalistes de Madrid, où on s'est chacaillé un petit peu à la fin. Ouais, une petite baston, ouais. Donc, en plus, avec tout ce qui se passait, parce qu'en ce moment-là, c'était un peu la période de la polémique des joueurs de foot argentins et leurs chants et tout. Donc, il y avait ce petit truc de plus en plus de l'événement de Paris. Et on fait une première mi-temps, mais parfaite. Non, parfaite. Elle est parfaite. Ah oui, c'est vrai, vous commencez. Mais la deuxième est chaude. La deuxième est chaude. Très chaude. Mais en fait, c'est ça le problème avec ce jeu. En fait, ça peut aller tellement vite des deux sens. Première mi-temps, parfaite. Franchement, je me souviens, on assure tous les coups d'envoi, on les a. En défense, on récupère des ballons. Elle est parfaite, la première mi-temps. Et je crois qu'il y a 3 essais à 1 de mémoire. Il y a 3 essais à 0. À 0, ok. Il y a 21-0. Et en plus, le buteur, il met tout de là-bas, du fond du terrain, il met tout. Donc on est 21-0, franchement. Et on rentre dans ce truc peut-être de surconfiance ou de confort. Ouais. Et là, il marque en premier. Là, on se dit, oula, Bellec. Faut faire attention. Et il remarque. Et on prend un carton jaune. Et par contre, le carton jaune, on a le ballon pendant les 2 minutes, on gère de ouf. Et en fait, à ce moment-là, en fait, je pense qu'on montre tellement de la solidité et de la solidarité entre nous, mais de la solidité mentale,
que je pense que pour nous, après ce match, en tout cas personnellement, et quand je m'en souviens, je pense qu'on s'est tous dit la même chose. C'est après ce match, on se dit, en fait, ces jeux, c'est pour nous. Et la demi-finale, bon, elle est un peu fébrile pour commencer, mais avec le stress de la compétition, je comprends. Et après, en finale, on met quand même un gros score à une équipe qui était invaincue aux Jeux Olympiques. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'on retrouve les Fidjiens, qu'on a débuté la saison avec eux. Ouais. C'est une belle histoire. Hein. Ouais, c'est... The script director. The script writers, ils ont fait du bon taf. Ils ont fait du bon taf. À quel point ça change la vie là, de devenir champion olympique? Franchement, on se disait ça avant de jouer, je me souviens, on se disait, mais les gars, si on arrive à gagner, si on arrive à prendre une médaille, ça va nous changer la vie. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas eu autant de cette envergure. Enfin, il y a eu... C'est difficile parce que pendant les Jeux, on se sent vraiment roi du monde. Avec ce qu'on a vécu au Club France, avec tous les supporters, ce qu'on a vécu dans le stade, franchement, c'est des émotions que je pense que je vais avoir du mal à revivre tout ça. Et je pensais qu'après les Jeux, ça allait continuer longtemps. Et malheureusement, il n'y a pas eu autant de... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas eu autant d'amour et d'envergure vers Paris une fois que c'était fini que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il allait avoir... un truc un buzz qui allait continuer, un héritage qui allait continuer pendant longtemps. Malheureusement, c'est pas aussi intense que ce que je pensais. Mais par contre, genre quand on croise les gens dans la rue, ils nous disent tous qu'on leur a donné des émotions de fou. Si après tout ça, il y a des petits qui ont envie de faire des Jeux Olympiques, envie de faire du rugby à 7 parce qu'ils nous ont vus dans le stade et ils nous ont vus prendre un titre. On a fait du bon boulot, tu vois. Donc, je pense que c'est un sentiment un peu mitigé. Je pensais que ça allait dérouler beaucoup plus, mais en même temps, quand les gens te reconnaissent comme à l'accueil, tu vois, tu te rends compte que c'est quand même quelque chose de très puissant. Des personnes que tu connais pas ont vécu des émotions de fou grâce à nous. C'est puissant quand même. Ouais. C'est vrai qu'on vit dans un ère où tout va super vite, avec les réseaux sociaux et tout, et on passe vite à un autre truc, tu vois. Là, je lis un bouquin qui s'appelle Stolen Focus, tu vois, et il dit en fait notre cerveau il est pas fait pour emmagasiner autant d'infos, de trucs, et du coup on switch en permanence, et on fait pas durer ce qui est bon, quoi, tu vois. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis en fait. Je me dis en fait c'est exactement ça. Moi j'ai eu les Jeux, j'étais à Donf, et après les Jeux paralympiques, ok, fallait revenir au quotidien. Il y avait les nouveaux projets, les nouvelles missions, les nouveaux trucs, et bien sûr, nous, on bosse dans le sport, donc on déroule, tu vois, on essaye de faire durer un peu cette passion, ce moment, mais tu sens que des fois, pour les gens, pour les entreprises et tout, c'est... Ok, la page, elle est un peu tournée, tu vois, il faut revenir un peu au train-train du quotidien, quoi. Donc, quand on a vécu des émotions aussi fortes et des trucs aussi intenses, là, est-ce qu'il y a un down après? Ouais, il y a un petit down quand même, mais parce que en fait, c'est des moments de magie. Magie, je pense, c'est le mot parfait pour décrire ce qu'on a vécu. Tu sais, quand j'y pense, j'ai des frissons. Quand je tombe sur des vidéos, des photos de l'événement, ça peut me rendre ému. En fait, tu vis des émotions que je pense tu vois, on parlait de la préparation. En fait, rien ne peut te préparer pour ce genre d'émotions. Ouais, c'est sûr. Et moi, en plus, personnellement, j'avais une petite bande de presque 30 personnes qui ont fait le déplacement. 30 de ma famille, mes amis proches, leurs parents. Et en fait, même eux, ils ont dit, en rentrant en Angleterre, ils ont eu un down, alors qu'ils n'étaient même pas, tu vois, ils sont juste venus voir leur meilleur pote ou leur fils ou leur frère. Et... donc pour nous, je pense, ça frappe fort quand même parce que
parce que tu pars des émotions de comme ça. Après, tu dois te retrouver dans la normalité, entre guillemets. C'est pas facile. Moi, en vrai, ça s'est bien passé parce que, bon, il y a eu les JO, on l'a fait à Ibiza. Après, je suis rentré à Londres. Donc, en vrai, j'ai vite pris l'habitude de la normalité parce qu'à Londres... fast life, mais surtout, personne ne me reconnaissait, il n'y avait pas de sollicitation, il n'y avait pas de... Tu vois, je n'étais pas en train de faire des événements partout. Donc, j'étais vite remis à la réalité. Et je pense le fait d'être remis à la réalité aussi rapidement, mais avec mes proches, mes potes, tout ça, en fait, je pense que ça a un peu assourdi le coup. Je peux dire Ouais, ça bien sûr. comme ça. Ouais. Ok. C'est quoi les objectifs après? Donc, comment on rebondit ouais. Ce serait une de ma dernière question, parce qu'il faut que je te libère, mais comment on fait pour retrouver un peu de la motivation, une envie? Comment est-ce qu'on se refixe des objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire après, quoi? Parce que honnêtement, je suis pas sûr qu'un bouclier de Brennus, si ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Tu reviens dans ta ville, tu reviens dans la ville et tu fais la teuf, je pense, pendant 3 semaines. Ça doit être de la folie. Mais c'est moins le pays, tu vois. C'est moins le pays tout entier. C'est pas les Olympics, tu vois. C'est pas le côté international et tout. Donc, bon, ça doit être différent. C'est pas comparable, je pense. C'est différent. Mais je sais pas. Moi, c'est mon amour de l'Olympie. Je me dis que c'est au-dessus de tout, mais j'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Maintenant, j'ai envie d'accomplir des choses dans le rugby à 15. J'ai commencé par la formation au rugby à 15. J'ai eu la chance de faire une belle période avec le rugby à 7 et d'accomplir le max possible. Là, en vrai, je vais pas mentir, on a fini le game là. C'est incroyable. Mais j'ai envie d'accomplir des choses au rugby à 15. Là, j'ai signé 2 ans à la section paloise. Moi, j'aimerais absolument être à la Coupe du Monde en 2027. Après, c'est un vrai challenge. Je sais que ça va être difficile. Ça va être très, très, très difficile. Mais après un titre olympique, en vrai, je me dis, en fait, rien n'est impossible. Donc, la route, elle va être très longue. Et elle va pas être facile. Mais pour moi, ça, c'est ma motivation. C'est de retrouver une cape en équipe de France. Et après, de faire une Coupe du Monde à 15. Pour moi, ça serait vraiment le but ultime, niveau objectif prochain. Et après, maintenant que j'en ai une, j'en veux une deuxième. Donc tu vas continuer à faire du 7? Donc là, la porte, elle n'est pas fermée. On garde la porte ouverte. C'est une discipline que j'adore. Elle m'a apporté tellement dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Donc je ne fermerai jamais la porte. Mais ce n'est pas l'objectif là, des 2 prochaines années. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être performant à 15. Et après, on verra. On verra. Là, cette année, il y avait des mecs qui revenaient après une petite période en dehors de l'équipe de rugby à 7. Donc pourquoi pas faire ça. Mais là, le premier objectif, c'est 15. C'est une cape avec l'équipe de France. Et après, c'est d'aller choper une deuxième en 2018. Ok, beau challenge. Je ne doute pas que tu vas y arriver. La toute dernière question que je pose, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique. C'est de savoir qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour raconter un peu cette épopée. De mon équipe? Ouais, ça peut être de ton équipe. J'aime bien. Soit ça peut être quelqu'un que tu connais et que tu aimes bien, et un sympa qui serait dans le bon mindset pour venir. Ou ça peut être quelqu'un que tu connais pas, mais que tu aimerais écouter sur un podcast. C'est libre à toi. C'est entièrement free. C'est une très bonne question. Français? Français? Ouais, francophone. Déjà dans l'équipe de rugby à 7. Ok, dans notre équipe, mon roomie Jefferson Lee Joseph, je pense qu'aussi il a un parcours très intéressant. Après, franchement, on a tous un parcours atypique. Je pense qu'on est très peu à avoir pensé se retrouver là. Mais ouais, je pense que en termes de parcours,
Jefferson Lee Joseph et je pense aussi Stephen Parez. Ok. Il a beaucoup de... les deux mecs, c'est des gars en or, mais Steph aussi, il a pas mal de choses qu'il aime faire à côté du rugby, notamment la cuisine. Et ça fait un moment qu'il est dans l'équipe, donc justement, je pense qu'il sera bien placé pour parler de l'évolution de l'équipe de France de rugby à 7. Vas-y. Bon, on n'aura pas eu le temps d'avoir ta routine curl biceps. Là. Je t'ai dit, je vais avoir des tips et tout. Pas trop le temps de parler de musique, mais écoute, ça sera pour un comeback. Avec Tu vois, plaisir. après 2028, voilà, avec une deuxième médaille, il faudrait en ramener deux. Ce serait beau. Hein. Ou après 2027, une petite Coupe du Monde serait avec grand plaisir. On aura l'occasion de remettre le couvert si tu l'acceptes. Merci infiniment. Avec grand plaisir, merci à toi. J'ai kiffé découvrir ton parcours, avoir l'ambiance. Tu vois, j'étais un peu avec toi dans l'univers college là, anglo-saxon et tout. Je me dis, putain, il a galéré. Quoi. Mais chapeau pour tout ça, chapeau pour tout ce que tu as fait. Et puis, comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Voilà, j'aime bien. Je suis désolé. Il est beau celui-là. J'aime bien, je vais te le voler. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.